Notre premier invité de la journée est déjà avec nous, Hugo. Bonjour Hugo, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Christian, ça va bien, fin de journée là, donc on est content. On est ensemble et puis très content de te voir et puis de continuer. On a commencé déjà la semaine passée avec notre première chronique justement de l'après-midi. Et puis aujourd'hui encore, on est ensemble pour aborder quelques sujets intéressants qui se passent autour de Winnipeg et puis autour de tout ce qui touche à la communauté franco-manitobaine. On avait déjà abordé certaines questions de santé, certaines questions de sécurité dans les hôpitaux, des questions de personnes qui avaient des diagnostics et d'autres personnes. Là, on vient encore par rapport à un point qui est dans cette même veine-là. On parle d'un long chemin vers le diagnostic de l'autisme. Oui, absolument. Il y a quelques temps maintenant, j'ai rencontré Lise Fiola, donc qui a une histoire qui n'est pas unique malheureusement, mais qui est assez étonnante. Elle a été diagnostiquée autiste à l'âge de 47 ans. Alors on parle bien sûr avec elle de la manière dont cette révélation elle lui a permis de mieux se comprendre elle-même, de comprendre aussi les sentiments qui l'ont habité un peu toute sa vie, ce sentiment d'être tu sais un petit peu différente. Mais cet article et puis le cas de Lise Fiola, il pose aussi le doigt sur une problématique qui est importante. En fait, pendant longtemps, les observations scientifiques à propos de l'autisme, elles se faisaient principalement chez les hommes, et on manque encore aujourd'hui, même si ça va mieux, on manque toujours encore un peu de connaissances quant à la manière dont les femmes vivent avec l'autisme, et c'est pour ça que beaucoup passent en fait sous les radars et sont diagnostiqués un petit peu sur le tard. J'ai aussi pu parler avec Demetra Hagidiakos, qui est la directrice générale de Autism Learning Center et la présidente de Autism Manitoba, et elle explique les raisons en fait derrière ce biais scientifique, et elle indique effectivement que le cas de Lise Fiola, il n'est pas isolé, et ils reçoivent aujourd'hui beaucoup d'appels de la part d'adultes qui ont récemment été diagnostiqués. Donc aujourd'hui, on a une meilleure en fait compréhension de ce qu'est l'autisme, et il y a aussi moins, il y en a toujours évidemment, mais il y a aussi moins de stigmatisme autour. Donc les gens en fait se reconnaissent plus facilement, et puis prennent la parole plus facilement à ce sujet-là. Les gens sont mieux éduqués. C'est pour ça qu'on a une communauté d'adultes là qui est diagnostiquée sur le tard aujourd'hui. Donc c'est un article super intéressant. Lise Fiola, c'est vraiment une personne inspirante. 47 ans, c'est vraiment énorme. Sans savoir ce qu'on a. C'est ça, sans savoir ce qu'on a. Et puis c'est fou de se dire aussi la résilience de ces gens-là qui ont navigué toute leur vie sans savoir. Et puis Lise Fiola nous parle de ça. Évidemment, tout le monde vit l'autisme différemment. Donc le cas de Lise Fiola, il est pas forcément valable pour toutes les personnes qui vivent sur le spectre de l'autisme. Mais c'est ça, avec 47 ans, t'as une carrière, une famille. Donc c'était très inspirant comme rencontre. Justement, je pense qu'on avait aussi parlé de ce monsieur avec sa famille qui avait eu des troubles, je crois, c'était par rapport à l'épilepsie. Absolument. C'est à peu près pareil aussi, ces maladies-là qu'on ne peut pas forcément voir quand on parle avec une personne, mais dont beaucoup de personnes souffrent. Je trouve que c'est très intéressant que vous essayez justement de mettre en lumière toutes ces personnes qui vivent toutes ces choses-là. Ouais, c'est des profils qui sont toujours intéressants, et tu fais mention de Matt Couture, donc qui vit avec l'épilepsie depuis très longtemps et qui était sous contrôle médicamenteux pendant longtemps, puis aujourd'hui les médicaments ne fonctionnent plus, donc ça, en fait, c'est la maladie qui reprend le dessus. C'est sûr que c'est des vies et des destins qui sont assez exceptionnels. Ouais, exactement. Et puis en tout cas, on leur envoie toute la bonne foi possible, et puis on espère que des personnes autres n'auront pas à subir justement ça, parce que des mesures seront prises pour qu'ils puissent avoir des maladies qui sont plus décelées à l'avance, pour éviter justement beaucoup de choses négatives. Absolument. Concernant la suite de nos thèmes qu'on abordera aujourd'hui, on parlera de quelque chose qui concerne tout le monde, en tant qu'adulte, en tout cas à Winnipeg, au Manitoba ou partout au Manitoba. On parle de Hydro-Manitoba qui augmente ses tarifs pour les 2 prochaines années. Qu'est-ce que ça implique justement? C'est ça, c'est un article de ma collègue Eliette Lévy. Donc la Société de la Couronne, Hydro-Manitoba, elle a reçu le feu vert pour augmenter ses tarifs de consommation. On parle de 4% cette année à compter du 1er février 2026, de 3,5% en 2027 et puis de 3% en 2028. Donc ma collègue, elle a pu s'entretenir avec l'économiste Raymond Clément. Donc
il y a beaucoup de chiffres évidemment dans cet article, vous en doutez, mais pour faire simple, à la suite de cette augmentation, le client résidentiel moyen qui chauffe son logement à l'électricité devrait voir sa facture électrique augmenter d'environ $8 par mois, $8,05 par mois. Pour 0,5, c'est quand même. C'est un coût. Ouais, c'est absolument. Coût. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans son budget. Et à propos pour justifier entre guillemets cette décision, Hydro-Manitoba en fait avait subi d'énormes pertes financières, principalement causées par une sécheresse persistante. Il déclarait dans un communiqué de presse les débits d'eau de 2025 s'approchant des deuxièmes niveaux les plus bas enregistrés en 112 ans. Et puis il faut rappeler aussi que la dette d'Hydro-Manitoba aujourd'hui elle s'élève à 25,34 milliards de dollars. Donc c'est ça. C'est peut-être pas très surprenant que les prix augmentent, mais en tout cas c'est bon de le savoir et de le prévoir. C'est bon de le savoir et de le prévoir. Et puis pour les 2 prochaines années, cela veut dire, est-ce qu'on a dans l'article des détails par rapport à quand est-ce que ça commencera justement à être actif? Ouais, ça a commencé en 2026, au 1er février 2026, et ça va se poursuivre jusqu'en 2028. Et donc normalement, on en saura plus à ce moment-là. Il y a, je sais pas exactement comment ça fonctionnera. Peut-être qu'on recalculera une nouvelle augmentation sur les 3 années qui suivront. Il va falloir faire attendre et puis voir comment se porte déjà la Société de la Couronne. Si Hydro-Manitoba s'en sort mieux financièrement, il n'y aurait pas nécessairement de raison pour que les prix augmentent. Et il y a énormément de facteurs autour de ça. Je vous invite à lire l'article d'Eliette. Exactement. Et puis c'est surtout ça, parce que c'est des thèmes hyper importants, mais on peut pas parler de la totalité. Alors il faut aussi que les personnes achètent, plutôt lisent le journal La Liberté pour pouvoir savoir tout. C'est aussi pour ça qu'on est là pour parler des grands titres importants. Et puis surtout dans ces titres importants, on a ce titre assez énigmatique qui parle du corps comme outil, mais du manque comme point de départ. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Ouais, c'est un article de Anaïs Nzelomona à Saint-Boniface, le théâtre Cercle Molière. Il tente de répondre à un manque réel en fait. Il offre une formation qui s'appelle Dans son corps et qui mise donc évidemment sur le corps comme point d'entrée vers le jeu d'acteur, tout en mettant en lumière une absence dans la formation pour les artistes francophones. En tant qu'artiste francophone au Manitoba, artiste de la scène, en fait, on dispose de peu de lieux de formation en français, en particulier lorsqu'il s'agit d'un travail approfondi sur le jeu, la voix, le mouvement. Et c'est dans ce contexte-là que le TCM propose du coup cet atelier du 16 au 19 avril. C'est un atelier intensif qui est dirigé par Marie-Josée Chartier, qui est une artiste multidisciplinaire québécoise. Elle est basée en Ontario. Et en fait, du côté universitaire, il y a des choses qui existent ici, mais l'offre, en fait, elle est encore un peu trop limitée. Mais par exemple, à l'université de Saint-Boniface, il existe un baccalauréat en art, mais sans spécialisation. Donc Anaïs parle un petit peu de tout ça. Elle fait un état des lieux de la situation dans cet article. Un état des lieux très, je dirais, mitigé. En tout cas, il y a énormément de talents, mais peu de talents, en tout cas, qui sont visibles, sinon vus. On espère, en tout cas, que cette formation va pouvoir permettre à toutes ces personnes-là d'éclore, et puis on pourra avoir beaucoup plus de comédiens, beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus de personnes qui jouent dans les pièces de théâtre, et puis surtout qui montrent le talent de toute la communauté franco-manitobaine aussi. Ouais, et puis pour ceux que ça intéresse, cet atelier-là, c'est un point d'entrée, et après, comme tu le disais, la scène artistique franco-manitobaine, elle est quand même belle, elle est importante, elle est en vitalité. Donc, mais c'est vrai que voilà, on a souvent, je crois que ça arrive souvent que pour les formations, les franco-manitobains sont obligés de quitter le Manitoba pour revenir plus tard, mais pour aller se former ailleurs. Voilà, en tout cas, c'est un vrai sujet et c'est intéressant de se pencher sur la question. Et donc pour cela, procurez-vous le journal La Liberté pour avoir encore plus de détails, parce que ça c'est juste 3 titres importants, mais le journal en lui-même regorge d'énormément de sujets intéressants qui pourraient vous intéresser. Merci beaucoup Hugo pour ton temps ce mercredi. Merci à toi Christian.